Christian Mvondo Chérubin Okende et Véronique Kilumba ont quitté le gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous étions en République démocratique du Congo. Robert Kosiga à côté parlait d'une éventuelle alliance entre Moïse Katumbi Chapoué et l'ancien président Joseph Kabila. C'est toujours possible. Nous sommes en politique. On revient avec vous, chers invités, donc pour la suite et la fin de votre émission Regard croisé. Robert Kosiga, à côté, on vous retourne la parole. Oui, donc moi je disais tantôt qu'une alliance est possible encore entre Kabila et Moïse Katumbi. Pourquoi pas Fayoulou? Parce que vous savez, la Senko n'a pas digéré l'élection de Tshisekedi. Et puis, ce n'est pas seulement la Senko. Et puis vous allez voir que les mêmes procédés qui ont permis à Kabila de se faire remplacer par Tshisekedi à travers la CENI. Cette même technique a été utilisée par Tshisekedi actuellement. Le président de la CENI est contesté fortement. Il est contesté, par même les religieux qui l'ont choisi. Alors, si déjà les choses y vont de ce côté, je crois quand même que Moïse Katumbi ne fait que annoncer alors un nouveau film qui va être très intéressant parce que ce serait un jeu d'alliance qui va peut-être lui permettre d'avoir les autres de Kabila avec lui et peut-être ceux qui seront aussi déçus de la gouvernance de Tshisekedi parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi a mis du temps pour reprendre la main. Ça ne lui a pas permis de faire assez de réformes sur le programme. Voilà, sur beaucoup de sujets, même de souveraineté de son pays. Il n'a pas le temps. Donc, tout ça constitue une faiblesse aujourd'hui pour lui. Donc, si ils utilisaient très bien les faiblesses de Tshisekedi, je crois quand même que l'alliance qu'ils vont constituer avec les gens de Kabila, plus de Martin Fayoulou, qui lui aussi, il ne démord pas. Si tout ça là se met ensemble contre Tshisekedi, je crois que le jeu sera encore chaud. Peut-être que le président de la CENI sera alors appelé qui aura ou n'aura pas gagné cette élection et dans les conditions qu'on nous l'avait fait connaître par le passé. Mais vivement, je dis que les ministres qui sont restés avec Tshisekedi, mais qui émanent du parti de Moïse Katumbi, n'ont pas été loyaux. Ce n'est pas bien. Quand votre chef quitte le navire, il faut normalement quitter. Il faut assumer. Mais rester, c'est comme vous avez perdu la vision. Je rejoins un peu Ashraf qui dit, lui, il ne peut pas quitter le PDP parce que le PDP, au fait, l'idéologie du PDP, c'est ça qui lui est important, mais pas la personnalité. Ashraf le dit aujourd'hui aussi. Non, si déjà à son âge, il tient à ça, moi je dis, c'est l'intégrité. Nous avons besoin de ces politiques-là que des politiques ventreux, des politiques budgétivores ventreux. Non, on ne veut plus. Ça dit que c'est une idéologie. Tout parti politique développe une idéologie. Alors quand cette idéologie n'est plus respectée, vous ne trouvez plus son compte dans une alliance de partis politiques, il faut quitter, normalement. Alors pour beaucoup de politiques là-bas en République démocratique du Congo, le bilan de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi, qui a succédé à Joseph Kabila, c'était en janvier 2019, est controversé. Alors pour Moïse Katumbi Chapoué, c'est très mauvais d'ailleurs, chaotique. Alors peut-être des propos qui prouvent à suffisance que les deux hommes sont aux antipodes aujourd'hui. La bataille, c'est entre Katumbi et Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Oui, ils sont aux antipodes. Parce que vous savez, même je ne vois pas comment les choses passent au sein des politiques. Parce que quand quelqu'un vous appelle, vous invite, vous a fait appel pour une alliance, parce que vous avez parlé d'une alliance, comment ils appellent l'alliance là entre Tshisekedi et Moïse Katumbi. Oui, c'était Union Sacrée. Union Sacrée. Pourquoi cette Union Sacrée? Il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles ils se sont accordés. Voilà, ils sont entendus avant que cette alliance-là ne puisse avoir jour. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Moïse Katumbi trouve que chaque fois il a dit, chaque fois il a écrit au président pour lui faire certaines recommandations par rapport à comment des choses pour améliorer la condition de vie des populations, par rapport aux problèmes de M23. Bon,
Moïse Katumbi, il n'a daigné aucunement écouter ses conseils. Donc, eu égard à tout cela, lui préfère se retirer et pour prendre son bâton de pèlerin. La question lui a été posée par rapport à ses ministres au niveau du gouvernement. Il dit non, c'est le jeu politique et puis c'est la démocratie. Ça veut dire que ceux qui étaient avec lui hier peuvent trouver en lui aussi, puisque étant rentré dans un gouvernement d'union, peut trouver que l'idéologie que développe Tshisekedi aussi peut peut-être leur permettre peut-être de continuer avec lui autre chose. Donc, dans ce cas, je pense que quand vous faites un peu de décryptage, vous allez constater qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi, c'est vrai, il a posé un pas qui est un peu, à mon avis, qui n'est pas un pas de trahison, parce que quand vous êtes avec quelqu'un que ça ne va pas, le problème c'est de ne pas, puisque demain que ça ne vous rattrape. Parce que les résultats attendent. Quand on dit problème de M23, qu'on accuse le Rwanda, qu'on accuse d'autres pays qui sont derrière, je pense que tout ça là, c'est Tshisekedi qui répondra par rapport à tout ce qui se fera dans la gestion de ce pays. C'est sous son mandat. C'est lui qui est président, c'est lui son programme, c'est son idéologie, c'est son programme de société qui est développé. Et donc, il se dit non, que je ne me retrouve pas en cela, je dois faire aussi ma politique, je dois aussi chercher à accéder pour montrer au peuple congolais que moi aussi j'ai de la matière à donner. Aujourd'hui, visiblement, nous voyons que ces ministres qui sont restés fidèles à Moïse Katumbi vont épouser l'idéologie de Katumbi, et donc je crois que très bientôt ils vont développer cette idéologie là. Mais il y a un problème fondamental. Lequel? Le problème, c'est que nous le disons, avec Tshisekedi, rien n'est fait, puisque la candidature de Moïse Katumbi n'est pas encore actée, parce qu'il faut d'abord, puisqu'on a parlé dans d'une société qui dirige et qui a des malversations. À cette question, il a répondu également en disant que non, que lui, il se défendra s'il advenait qu'on lui collait des étiquettes de ce genre parlant de corruption et tout pour rejeter sa candidature. Et qu'il n'est pas la première du genre, que ça a été monnaie courante dans ce pays. Quand un politique veut s'imposer, on trouve des artifices pour le bloquer, pour ne pas s'émerger. Donc, à toutes ces questions, je crois que Moïse Katumbi doit prendre quand même certaines dispositions pour que, c'est vrai, ça ne doit pas être un clash, ça doit se discuter. Dans tous les cas, quand vous n'êtes pas ensemble, ça ne doit pas être des jeux de Big Bang que vous allez vous jeter et tout. Il faut discuter. La politique, c'est vrai, on n'est pas là pour des intérêts. Si effectivement ce que vous voulez donner comme matière à la population, vous pouvez l'expliquer sous d'autres formes, mais ce n'est pas aller dénoncer pour dire que Tshisekedi, c'est comme ça. Le jeu politique, il a les moyens. Aujourd'hui, Tshisekedi a les moyens. C'est lui qui est au pouvoir. Quoi qu'on dise, nous connaissons comment nos justices africaines fonctionnent. Donc ça veut dire qu'on peut lui coller une étiquette tout à l'heure, qu'il est invalide. Parce que sa candidature est invalidée. Donc ça va être un peu compliqué. Mais on attend de voir avec ce qui se passe. Mais le jeu politique en RD Congo aujourd'hui est compliqué. Ça inquiète parce que ça peut créer des tensions. Les ténors qui sont là-bas, ils sont nombreux. Parce que souvenez-vous, il y aura une multitude de candidatures. C'est vrai. Ce ne serait pas 2 ou 3, non. Il y aura une multitude de candidatures. Et seules les alliances peuvent permettre à un ou l'autre de pouvoir s'arranger. Tout finalement contre le président Félix Antoine Tshisekedi, selon vous, Achraf Ouro-Sama, il y a Jean-Pierre Bemba qui n'a pas pour le moment parlé. Moïse Katumbi, on parle de lui. Martin Fayoulou. Il y a également l'ancien Premier ministre Augustin Matata Poyon. Et il y a également l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui peut parler à tout moment. Il y a également, on ne doit pas oublier, la situation politique et sécuritaire du pays aujourd'hui. Oui, effectivement. Bon, apparemment, je crois que la planète ne s'aligne pas pour Tshisekedi. Il est extrêmement en difficulté. On peut également trouver ses alliés. Peut-être électoralement ne pèse pas, mais il a également des alliés. Donc, je crois qu'il appartient au peuple de juger son bilan. Il appartient de juger son bilan s'il faut le reconduire ou pas. Donc, mais les alliances se font et se font. Donc, il peut y avoir des ruptures. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des évolutions d'ici le mois de décembre. Il peut y avoir également une rupture entre Kabila et Katumbi. On ne sait jamais.
Donc, je suis pas. Bon, ils se sont rencontrés, mais pour le moment, ils n'ont pas parlé Voilà, il n'y a d'alliance. pas encore une alliance. Oui, mais a priori, Ouais, il y aura sans doute une alliance. il y a un peu présumé qu'il y a quand même quelque chose qui se trame entre eux. Moi, je dis qu'il faut faire extrêmement attention parce que le discours que Katumbi tient, moi, me déplaît. Parce que vous avez un certain nombre d'opérateurs économiques qui se rendent coupables d'un certain nombre de faits, mais dès lors qu'on les interpelle, ils trouvent que la justice est politisée. Donc il faut faire extrêmement attention avec ça. Et moi, après le procès d'illégitimité de Joseph Kabila, de Tshisekedi, on parle aujourd'hui plutôt d'une loi qui passe à l'Assemblée nationale qui est ici sur mesure. Non, mais les caractères de la loi en droit, c'est qu'elle est impersonnelle, caractère obligatoire. Donc si la loi est impersonnelle, je crois qu'elle ne vise aucun citoyen. Et je crois que la finalité particulière de cette loi-là, c'est de ne pas contrer Moïse Katumbi. Donc, des actes législatifs sont adoptés dans le pays. On fait des révisions du code électoral, mais dire que c'est taillé sur mesure contre quelqu'un, il faut faire extrêmement attention à ça. C'est-à-dire que la victimisation en permanence de certains nombres de personnes politiques, moi, me désole. Il faut assumer, nous sommes dans un jeu politique. Je crois que les choses sont faites objectivement et non les lois sont instrumentalisées. On reste dans tous les cas, il est extrêmement en difficulté. Il y a des coalitions aujourd'hui qui sont contre lui. Nous verrons dans les prochains mois s'il pourra vraiment relever le défi qui s'impose à lui. On reste avec vous, Achraf Orosama. On va parler de l'Afrique. Jusqu'à 650 millions d'Africains devraient bénéficier d'une formation aux compétences du numérique d'ici 2030 et ce afin que le continent puisse tirer le plus de bénéfices possible du boom numérique actuel. C'est ce que souligne une étude du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group, selon laquelle près de 9 patrons africains sur 10 estiment prioritaire le développement des formations aux techniques du numérique. Le numérique aujourd'hui pour le développement de l'Afrique est, ou bien serait, on ne peut plus important. Oui, non, mais c'est très important, c'est rédhibitoire de dire qu'on peut s'en passer. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui du numérique, même au quotidien, on le constate. Je crois que l'administration publique, même togolaise, a pris la mesure des choses. Aujourd'hui, on parle de la digitalisation parce que c'est l'une des mêmes axes prioritaires même du gouvernement, la digitalisation du service public togolais. Et aujourd'hui, on se rend compte quand vous vous rendez dans des services, dans la plupart du temps, presque tout est numérisé. Donc, non, la mondialisation en ses réalités. Je crois que la mondialisation nous dicte ses lois et nous sommes tous obligés de nous soumettre à cette réalité-là. La digitalisation elle est extrêmement importante. On parle de la dématérialisation des données que les achats qu'on effectue au quotidien, tout ce qu'on fait. Donc, la numérisation, on veut avoir une prospérité économique à l'échelle nationale et continentale. Nous devons nous tendre vers là. Donc, on parle de la numérisation. Je crois que cela aussi pose un certain nombre de problèmes parce que quand on parle de la numérisation, digitalisation et tous ces consorts, en réalité, c'est les multinationales, les GAFA, qui viennent sur les GAFA, qui viennent aussi faire des chiffres. Donc, il appartient aussi aux États africains d'avoir aussi une politique dans ce domaine-là. Pourquoi ne pas créer des startups capables aussi de rivaliser un jour Twitter, Facebook, un certain nombre de choses. Donc, nous pouvons le faire. Il faut croire au génie africain. Et c'est la responsabilité de l'État de créer un fonds et d'accompagner cela. Nous avons, par exemple, le PDPAR fait une proposition de loi portant sur les prêts bancaires, c'est-à-dire permettre aux étudiants de faire des prêts bancaires à l'américaine, c'est-à-dire qu'une fois dans la vie professionnelle, vous pouvez rembourser. Et nous avons insisté sur cela, que dans ce domaine de l'économie numérique, vous avez un certain nombre de jeunes, des étudiants qui sont déjà même inscrits même dans la faculté de droit ou d'histoire, mais qui s'intéressent au numérique. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui vous créent des applications. Un certain nombre de choses. Donc, il faut créer une dynamique pour accompagner tous ces jeunes-là, pour pouvoir booster notre économie numérique, parce que la subordination de l'Afrique vis-à-vis aujourd'hui de la Chine, des États-Unis, de la France, de certains nombres de pays, elle est criable. Donc, nous ne pouvons pas permettre aux gens de venir sur le continent, d'avoir des profits, de générer des recettes et de rapatrier tout cela chez eux. Il nous revient aujourd'hui de créer cette économie-là
et de garder les recettes générées sur notre continent pour avoir un modèle économique beaucoup plus viable, déclencher une dynamique de développement et une gouvernance inclusive pour que chacun puisse trouver sa part. Donc, effectivement, l'économie numérique s'impose aujourd'hui. Je crois qu'on a un ministère dans ce porté domaine, par Mme Sina Lawson. Et je ne saurais juger les résultats de Mme Sina Lawson, mais je parie qu'elle est résolument engagée vers ce domaine-là et nous l'encourageons. Et parce que l'économie numérique est très, très, très importante pour la prospérité. Il a bien planté la transition. On va partir de votre pays, le Togo, et ce qui est porté aujourd'hui par Mme Sina Lawson. Est-ce que vous sentez de l'impact véritablement sur ce qu'elle fait et qu'est-ce que ça peut apporter d'ici 2030, non seulement pour le Togo, mais également pour l'Afrique? Je vais parler d'abord du Togo parce que à la ligne où on voit les choses sur le plan numérique aujourd'hui au Togo, l'accès aux services même, je dirais, médiocre. On nous a vendu Togocom qui viendra faire le miracle, mais on dirait que nous sommes partis de l'urgence pour la morgue. Seuls les opérateurs économiques tirent leur épingle du jeu. Les capitaux sont envoyés peut-être au Madagascar et chez Mouv au Maroc. Vous voyez, aujourd'hui, le numérique, la grande partie du numérique du Togolais s'arrête sur les TikTok et les Facebook. Et qu'il y a combien de Vous voulez dire qu'au niveau des ministères, il n'y a pas eu d'avancée, au moins, Président, au moins un début de travail. Laissez-moi parler. Il y a combien aujourd'hui de start-up jeunes Togolais qui sont soutenus par le pouvoir public, ou du moins par les sociétés privées togolaises qui les soutiennent, ne serait-ce que pour alors leur permettre de créer des applications qui puissent être rentables d'abord aux jeunes Togolais eux-mêmes et à eux-mêmes se faire des sous. Il n'y en a pas. Alors, avec toutes ces conférences sur le numérique au Togo, on en a fait tellement. On a fait beaucoup de débats sur cela. Tous les sous qu'on prend chaque jour pour faire les séminaires ici et là, on peut les confier à des jeunes. Il y a des jeunes génies partout dans les universités, dans les écoles aujourd'hui, qui sont prêts à être des grands start-up ici au Togo. Mais on ne leur permet pas. Il n'y a que du bluff. Et heureusement que la fois dernière, l'ARCEP s'est réveillée pour taper du poing sur la table, ne serait-ce que pour pousser les opérateurs économiques à élargir un peu leurs prestations de services pour que le Togolais lambda puisse avoir au moins la connexion un peu partout. Mais ce n'est pas aussi si facile. Et puis, prenons même le coût. Le coût de nos connexions, c'est très exhaustif, c'est cher. Nous avons un prix de connectivité très cher dans la sous-région, ce qui ne permet pas aux Togolais alors de vendre même sur son téléphone portable. Et combien de personnes, femmes au marché, les prestataires de services savent utiliser alors Facebook, TikTok ou toute autre application pour alors leurs besoins? Il n'y en a pas. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, cette affaire de digital, de numérisation ici au Togo, c'est comme une histoire à reprendre avec des têtes bien pensées qui vont trouver des stratégies à d'abord encourager la création. Vous savez, quand vous produisez, vous faites rentrer de l'argent. Il y a des jeunes qui ont le talent, qui vont créer des applications pas possibles ici au Togo. Mais ils n'en ont pas les sous, ils n'ont pas de soutien. Comment vous voulez que ça puisse se développer? C'est un jeune qui s'est levé c'est des jeunes qui se sont levés pour créer Facebook, ce sont des jeunes qui se sont levés pour créer TikTok, mais ils ont eu des financements. Aujourd'hui, ils brassent des milliards de par le monde. Mais au Togo, qu'est-ce qui est fait à leur intention? Qu'est-ce qui est fait, justement? Je suis sûr que, comme Yves-Valentin Mayaba, vous êtes journaliste, vous participez à des réunions, vous voyez l'impact de ce numérique dans la vie des Togolais et dans la vie des Africains. Je suis sûr que votre apport sera aux antipodes de ce que le président Kosiga Akwete a dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas être tout multiplié par zéro. Dans le pessimisme. Aujourd'hui, même en tant que journaliste, nous utilisons le numérique. Ouais. Ça dit que sans le numérique, nous ne pouvons pas travailler. C'est dévolu, c'est révolu. Prendre
ton stylo, le fait comme ça, il n'y en a plus. Nous travaillons avec le numérique. Sans le numérique aujourd'hui, rien ne pourra marcher. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'on mette des mécanismes, qu'on mette des stratégies en place pour permettre, pour faciliter ce numérique-là, pour que les gens puissent travailler convenablement. Puisque quand on parle du numérique, on parle de l'accès à l'Internet. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir est-ce que le Togolais peut utiliser l'Internet en plein temps, en tout lieu. Mais on remarque qu'en 10 ans, la pénétration de l'Internet a été multipliée par 10. Par 10, je suis d'accord. Ouais. Il y a eu des avancées. Je parle des avancées. Il y en a, ça, il faut le dire. Aujourd'hui, quand je sors un peu, je trouve le coût de l'Internet. C'est vrai que ça reste encore cher. Ouais. C'est le souhait, c'est qu'on ramène à un prix vraiment dérisoire pour permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir l'utiliser. Parce que quand vous sortez aujourd'hui, partout où vous allez voir les jeunes s'accrocher. Sans Internet, même, c'est comme les gens dorment. Quand vous regardez même dans les institutions, allez à l'OTR aujourd'hui, tout est numérisé. Vous n'avez pas... Quand des gens font des tractations pour payer à la banque, ce n'est pas l'argent liquide qu'on paye. Vous allez au guichet, vous payez, vous faites tout là-bas. Et puis ça réduit également ce que nous appelons les fraudes, les détournements. La corruption et tout ce que c'est. Donc, je crois que l'idéal même, c'est d'encourager ou de mettre des mécanismes en place pour permettre à ce secteur-là de pouvoir évoluer. Donc cette formation est la bienvenue en Afrique. Oui, en fait, ce n'est pas encore une formation, c'est un diagnostic qui est fait. Il faut former plus de 600 en Afrique. Plus de 650 millions même, on parle. Pour pouvoir atteindre ce Pour le moment, c'est le stade de diagnostic. Voilà, c'est le stade de diagnostic. Maintenant, comme il a relevé, parce que c'est un marché qui est lancé, qui est formé. Qui viendra former, c'est un débouché qu'on est en train de lancer et que des multinationales, enfin des étrangers ou des occidentaux vont courir vers ce marché-là. Parce que c'est un marché qui est lourd. Quand on dit 650 millions d'Africains qu'il faut former, c'est des marchés, des gros marchés. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à ce que nous-mêmes nous puissions créer, avoir des génies qui puissent nous former nous-mêmes, ou bien appeler les partenaires, ou que je ne sais pas, ça va encore créer d'autres situations. Parce que la guerre des chiffres, elle est là. Nous ne pensons pas seulement prendre des armes qui est un problème. L'Afrique est convoitée, quoi qu'on dise, par les puissances. Et aujourd'hui, nous devons être regardants parce que au-delà de tout, l'objectif que nous visons, c'est le développement. Et ce développement, les gens ne sont pas prêts à nous la permettre. Du coup, il y a toujours des jeux de titans qui seront toujours jetés et que chacun prendra sa part. Moi, à mon avis, au niveau du Togo, il y a des réformes considérables dans ce sens qu'on prenait aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de quitter tout à l'heure, aller par exemple dans mon village à Pagouda là-bas pour faire ma pièce de... Enfin, mon duplicata, bon, pas le duplicata, mon casier judiciaire. À la seconde près ici, à moins de 2 heures de temps, vous l'avez. Il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont été faites dans ce sens-là. Il faut encore... Qui sont à même d'encourager et en même temps appeler à ce que ça soit encore plus parce que le problème reste toujours. Parce que il y a beaucoup de choses qui restent dans ce sens, surtout le coût, surtout l'accès d'ailleurs, et tout ce que nous connaissons. Parce que quand on ne fait pas aussi ce que nous appelons la concurrence, ça ne peut pas permettre à ces opérateurs-là de pouvoir nous donner la facilité. L'un des problèmes dont nous souffrons aujourd'hui, c'est la concurrence. Nous n'avons pas la concurrence. Quand vous prenez les 2 opérateurs, ils ne sont que 2. Ouais. Aujourd'hui, c'est eux qui font la loi, la pluie, le beau temps dans le pays. Vous voulez plus quoi? Vous ne pouvez pas nous comparer à des pays où il y a la concurrence. Quand on dit le Togo, l'Internet, la fois dernière, il y avait une conférence internationale qui s'était organisée au Togo ici. Et ça a été une révélation. Ça a été que dans la sous-région, le coût de l'Internet coûte cher au Togo que dans les autres pays. C'est un constat qui est réel. Et pourquoi? C'est de chercher à savoir pourquoi est-ce que le coût est cher. Parce que nous n'avons pas de concurrents. Quand il y a des concurrents, les gens vont se baser sur des concurrences et puis les prix vont diminuer. Alors, malheureusement, nous vivons des situations comme ça. Mais nous appelons toujours au bon sens des dirigeants à ce que quelque chose soit fait dans ce sens-là pour permettre à un grand nombre de personnes d'utiliser le numérique au bénéfice. Achraf, vous avez 1 minute. Pour beaucoup, les Africains doivent apprendre une nouvelle grammaire aujourd'hui. Alors, on a besoin du numérique dans quel domaine précis ou bien dans tous les domaines selon vous? Non, mais dans tous les domaines, sans exception, dans tous les domaines. J'ai parlé aujourd'hui des prestations de services publics qui sont dématérialisées, même dans le secteur privé. Donc, tous les domaines sont concernés, sans exception. Donc, je crois qu'il faut avoir une politique numérique dans ce sens-là très lisible, très lisible.
initier les acteurs, détecter les talents, avoir une cagnotte du financement pour accompagner toutes ces initiatives-là qui seront prises. Dans tous les cas, moi, je l'ai toujours dit, je crois fermement aux régaliens. Il appartient aux régaliens de prendre des résolutions publiques convenables. Parce que le numérique, il l'a dit aujourd'hui, la concurrence. Bon, heureusement que ces dernières années, nous avons une institution de l'État qui s'appelle l'ARCEP, qui fait vraiment un travail de régulation. Quoi qu'on me dise, aujourd'hui, l'ARCEP fait vraiment un travail de régulation qui essaie d'interpeller nos opérateurs économiques lorsqu'ils commettent des actes répréhensibles par la loi. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. On peut les traduire également en justice. Hein. Ils ne sont pas immunisés contre une interpellation judiciaire. Donc, s'ils commettent des actes répréhensibles par la loi, il appartient à l'ARCEP de faire la régulation d'abord, mais on peut également les traduire devant les tribunaux pour situer les responsabilités. La concurrence est extrêmement importante. La concurrence, on ne peut pas avoir des opérateurs économiques depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils sont dans un confort, et une personne qui est dans un confort ne fait aucun effort parce qu'il estime que tout est acquis. Dans d'autres pays, on a 3, 4, 5 opérateurs économiques. Donc, il faut une ouverture. Et je crois aussi... mais moi, sur ce plan, je peux avoir... En 30 secondes, on est à la fin. Sur ce plan, je peux avoir un petit désaccord avec, par exemple, le président de la République, qui, lui, est un libéral convaincu. Mais sur ce point-là, on sent que l'économie n'est pas libérale sur ce point. Mais si le président de la République a une posture libérale, il doit aller au bout vraiment de sa logique, c'est-à-dire la libéralisation de l'économie dans tous les secteurs d'activité, notamment au niveau des télécommunications. Merci beaucoup à vous. Le temps est contre nous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Robert Kossiga à côté. Vous êtes le président de Alliance Jeunesse et Développement. Comme Valentin Mayaba, merci à vous. Vous êtes le président de AJOSETS. C'est l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous êtes également directeur de publication de le symposium. Merci à vous, homme politique et juriste Ashraf Ourosama. On se retrouve en 2023 avec cette équipe. Infini merci également à nos chers amis toujours câblés de partout dans le monde, Afrique, Asie, Amérique. Merci pour vos remarques. À très bientôt.